Le modèle ASAD, c'est un modèle qui met en relation l'offre globale représentée par AS et la demande globale représentée par AD. L'offre globale, c'est bien ce qui est produit à l'intérieur d'un pays, c'est le PIB, produit intérieur brut, et la demande globale, c'est tout ce qui est demandé par les agents économiques. C'est bien ce qu'on résume dans la formule C plus I plus G plus X moins M. C, c'est la consommation des ménages, I, c'est l'investissement des entreprises, G, c'est les dépenses publiques de l'État, X, c'est les exportations et M, c'est les importations. Et donc à l'équilibre, on a un revenu national d'équilibre Y étoile, c'est le PIB à l'équilibre, et on a aussi un niveau général de prix d'équilibre, P étoile. Je dois préciser quelque chose par rapport à ce graphique. Vous voyez ce graphique, en fait, il faut comprendre que ce prix-là, ce n'est pas le prix d'un bien particulier, mais c'est le niveau général des prix. C'est-à-dire que ça représente la moyenne de tous les prix pratiqués dans une économie. Et on peut calculer son évolution d'année en année par ce qu'on appelle indice des prix à la consommation. C'est avec cet indice-là qu'on évalue l'inflation. En fait, comment on fait ça pratiquement? On prend un panier de biens de consommation qui représente globalement la consommation habituelle des ménages et on suit dans le temps l'évolution du prix de ce panier de biens pour savoir si le niveau général des prix a augmenté ou bien a diminué. Quand on a une augmentation, on parle d'inflation, et quand on a une diminution, on parle de déflation. Et puis autre chose qu'il faut savoir, c'est que ce Y-là, ça représente la production à l'intérieur d'un pays. C'est le revenu national. C'est tous les revenus distribués aux agents économiques sur le territoire national. Et ça représente en fait le PIB. L'essentiel de cette analyse macroéconomique, c'est de comprendre comment ça fonctionne l'économie à l'échelle nationale, mais aussi de comprendre sur quoi intervenir pour avoir plus de croissance économique, c'est-à-dire augmenter le PIB dans ce sens-là. Et pour cela, on peut agir sur l'offre globale ou bien sur la demande globale. Et agir sur la demande globale, par exemple, c'est d'agir sur l'un de ces 5 paramètres: la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations, les importations. Et chacun de ces 5 éléments peut dépendre de plusieurs facteurs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est ce qu'on appelle les déterminants des grandes fonctions. En fait, chaque élément ici est une fonction à part qui dépend de plusieurs facteurs. On va voir quelques-uns de ces facteurs. On a cette fameuse équation qui résume l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est tout ce qui est produit par les entreprises. Et la production des entreprises, ça se passe au travers 2 facteurs de production: le capital et le travail. Donc, cette production, c'est une fonction du capital et du travail. Je dois préciser à ce niveau que Keynes fait la distinction entre la période de plein emploi et la période de sous-emploi. La notion de plein emploi, ça renvoie au fait que ces 2 facteurs de production sont utilisés dans la société à leur capacité maximum. Et à l'inverse, une économie de sous-emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômage dans le pays et que le capital n'est pas utilisé à sa capacité maximum. Je vais revenir sur ces notions plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir de quoi dépend en fait chaque élément ici dans la demande globale. Qu'est-ce qui peut influencer la consommation, à la hausse ou à la baisse? On a le revenu disponible. Si le revenu disponible augmente, la consommation augmente. Mais c'est quoi le revenu disponible? Le revenu disponible, en fait, c'est le revenu des ménages moins l'impôt et taxes. On a vu d'une manière générale que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. Mais une fois qu'on paye l'impôt, ce qui restera, c'est le revenu disponible qu'on peut noter YD. Et ce revenu disponible est égal au revenu moins l'impôt et taxes est égal à la consommation plus l'épargne. Et donc, je peux en déduire que l'impôt et taxes peut influencer aussi la consommation, parce que l'augmentation de l'impôt et taxes va diminuer mon revenu disponible, et donc va diminuer ma consommation. Il y a aussi le niveau général des prix.
Si par exemple le niveau général des prix augmente, c'est-à-dire il y a une inflation dans une économie, eh bien les ménages vont consommer moins parce que leur pouvoir d'achat diminue. Il y a aussi le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, en fait, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Quand le taux d'intérêt réel augmente, en fait, on préfère consommer plus tard, on préfère placer notre argent et gagner dans le futur plus d'argent pour consommer que de consommer actuellement aujourd'hui. En fait, d'une manière générale, vous avez le revenu disponible est égal à la consommation plus l'épargne. Et l'épargne, en fait, n'est rien d'autre que la consommation différée. C'est la consommation qu'on préfère avoir dans le futur. Et parmi les facteurs qui influencent ce choix de placer l'argent au lieu de le consommer, c'est le taux d'intérêt réel. On peut avoir d'autres facteurs qui influencent la consommation à la hausse ou à la baisse, comme le sentiment de richesse par exemple, ou bien de confiance en l'avenir, etc. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui influence les investissements, à la hausse ou à la baisse. Le facteur le plus important ici à indiquer, c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. En fait, d'une manière générale, un investisseur a le choix entre deux choses. Avant d'investir, il doit comparer son investissement ou bien la rentabilité de son investissement avec le taux d'intérêt réel proposé par la banque. Et donc, si le taux de rentabilité de son investissement est inférieur au taux d'intérêt réel proposé par la banque, à ce moment-là, il est préférable de placer l'argent que de l'investir. On peut citer également le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation. Quand il y a de l'inflation dans une économie, il n'est pas préférable d'investir. Et puis, il y a les anticipations. Pour Keynes, et les anticipations, c'est en fait l'état d'esprit de l'investisseur. Si l'investisseur voit que le monde est agité, il n'y a pas de climat stable pour investir, eh bien, ils ne vont pas investir dans ces conditions-là. Et puis, vous avez les dépenses publiques. En fait, les dépenses publiques, ça dépend de l'État. On va dire que c'est une variable exogène. Ça veut dire quoi exogène? Ça veut dire que cette variable, les dépenses publiques, ne sont pas déterminées par les paramètres du système économique, mais plutôt par des décisions politiques. Et puis vous avez les exportations moins les importations. On peut citer rapidement pour ça, vous avez le niveau général des prix, c'est-à-dire de l'inflation. Quand il y a de l'inflation dans une économie, les ménages auront tendance à importer des biens moins chers de l'extérieur. Donc X moins M sera plus grand. Et puis vous avez le taux de change. Pareil par rapport au taux de change, quand le taux de change est faible, eh bien les ménages auront tendance d'acheter moins cher de l'extérieur et donc X moins M sera plus grand.